Donc, chers participants, prenez note tout d'abord qu'il y a de l'interprétation simultanée aujourd'hui. Please take note that there is simultaneous interpretation today. So if you'd like to hear this conference in English, please go to the globe at the end of your screen called Interpretation and select English. Si vous voulez entendre toute cette conférence aujourd'hui en français, s'il vous plaît, allez au bas de votre écran, pressez le bouton Interprétation, c'est un globe, et cliquez Français. Donc, sans plus attendre, merci d'être présent et présente à ce 4e webinaire du printemps organisé par le Sierra Club Québec. Notre organisme célébrera son 15e anniversaire cet automne et notre affiliation canadienne célèbre, elle, son 50e anniversaire en ce moment. Sierra Club est en effet un mouvement pan-canadien et est issu des États-Unis d'un autre siècle. La mission de notre chapitre Québec est de protéger et de restaurer le patrimoine naturel de ce territoire, tout en affirmant les droits et le leadership des peuples autochtones comme gardiens du territoire. Comme il sera question de connectivité écologique aujourd'hui, et pour faire le lien avec notre webinaire de la semaine prochaine sur l'impact des frontières nord-américaines sur les communautés autochtones, j'aimerais vous présenter l'outil nativeland.ca. Il y a un trait d'union entre native et land, permettant de situer visuellement les territoires ancestraux des nations dans un genre de Wikipédia permettant une revue par les pairs. Donc, on peut afficher les territoires comme ça, puis on voit qu'il y en a beaucoup en fait qui se superposent. Puis ça donne comme un espoir dans ce qui est possible, en fait, par rapport à ce qu'on connaît des territoires, de notre approche vraiment de la propriété foncière, qui est un à la fois. Bien, ici, on voit qu'il y en a beaucoup en fait qui se superposaient. Puis on peut faire la même chose avec les langues et voir qu'il y avait vraiment une diversité de langues parlées. Donc, en guise de reconnaissance du territoire, j'essaie de varier entre les webinaires. Cette fois-ci, j'aimerais vous lire une partie de la description accompagnant ce site. Donc, je vais lire en anglais. This map does not represent or intend to represent official and legal boundaries of any Indigenous nations. Also, this map is not perfect. It is a work in progress with tons of contributions from the community. We require 2 reasonable sources of information for a nation or people to be added to the map, including academic sources, oral sources, historical sources, or others that we deem reasonable. We do not privilege academic sources in particular over oral sources, and work in an inclusive manner to allow historically marginalized nations to be represented on the map, even if they are small, remote, or lack resources to do comprehensive mapping. C'est bien cela. Donc, je vais arrêter mon partage. Sans plus tarder, j'aimerais maintenant vous présenter votre premier panéliste afin d'ensuite lui céder la parole. Donc, M. Sylvain Perron travaille dans le domaine de l'aménagement et de l'environnement depuis 2008. Il possède également une maîtrise en sciences de l'environnement et étudie actuellement en gestion des ressources fauniques à la TELUC. Fort de son expertise acquise dans plusieurs organisations, il s'intéresse aux problématiques d'aménagement pour favoriser la mise en place de corridors fauniques à proximité des milieux urbains pour améliorer les relations entre l'humain et la nature. Il est présentement président du réseau de milieux naturels protégés et auteur du livre « Choisir l'environnement » des éditions Somme Toute. Il dirige également le Conseil du bâtiment durable du Canada-Québec à titre de directeur des affaires gouvernementales et de la gestion administrative de l'organisation. Il faut dire que M. Perron était auparavant analyste en politique publique et relations gouvernementales à la Fondation David Suzuki, ainsi que coordonnateur du mouvement Ceinture verte. Donc, M. Perron, la parole est à vous. Génial, merci beaucoup pour cette présentation. Voilà, vous voyez bien mon écran, je l'espère bien. J'ai un oui de Romain, donc c'est excellent.
Donc, bienvenue. En fait, avant de commencer, j'aimerais ça saluer une couple de personnes. J'ai vu rapidement dans les noms, là, Allison, Garrett, Sue, vous êtes toutes là. On s'est vu dans le passé. Je suis toujours content de vous voir parler. André, là, on s'est parlé un peu au début. C'est toujours un plaisir pour moi là, de vous revoir les anciennes vies, n'est-ce pas, à la Fondation. Donc, voilà, je suis également l'auteur, là, comme on l'a dit au début, là, de Choisir l'environnement, guider les actions de nos institutions. Donc, c'est pour moi un peu le fruit d'un travail là, de mes 5 ans que j'ai passé au mouvement Ceinture Verte. Donc, à aller loin à la bibliothèque. Voilà. On va commencer comme ça. Un peu de changement climatique 101. Pourquoi est-ce si important de protéger des milieux naturels? Hein? Parce qu'on évolue dans un contexte de changement climatique. Et c'est là toute l'importance. On voit ici les moyennes de référence là, jusqu'en 1980. Et tranquillement, on voit les températures estivales se décaler. On voit que c'est une courbe, une classique, là, comme on voit ça en statistique. Et tranquillement, depuis 1980, on voit les années un peu changé. Donc, 1981, 1991, on voit tranquillement que les jours où est-ce qu'il fait plus chaud que la moyenne et extrêmement chaud, en fait, il y en a de plus en plus comparativement à l'indice moyen là, qu'on a de 1951 1980. Et si on ajoute une autre décennie, par exemple, selon les statistiques, 1991 à 2001, on voit qu'il fait vraiment plus chaud et qu'il fait davantage plus chaud que la moyenne. Et maintenant, 2001 à 2011, et là, c'est le voit qu'on voit vraiment que la plupart des années, il fait plus chaud que la moyenne et il y a beaucoup plus de journées qui sont extrêmement chaudes. Et c'est quand même grave, pour vrai. Quand on regarde ça et tout ça. Et au-delà de faire comme, ah oui, il fait plus chaud d'une couple de degrés, franchement, je vais mettre mon air climatisé. C'est pas ça nécessairement le hic. Le hic, c'est que cette chaleur-là est absorbée par les océans. Puis si vous comptez, on a tous suivi ça un peu, là, le cycle de l'eau. Donc, il y a plus de chaleur dans les océans, ce qui fait qu'il y a plus de précipitations, ce qui fait en sorte qu'il y a plus d'eau qui retourne dans les océans, ce qui donne plus d'évaporation et tout ça. Et ultimement, à la fin, les précipitations sont vraiment plus intenses. Il y a toujours, j'ai pris l'épisode, il y a plusieurs exemples, mais j'ai pris l'exemple de Saint-Jean-sur-Richelieu en 2011. On s'en souvient un peu, c'était dans le sud du Québec. Plusieurs personnes ont été forcées d'évacuer là, parce qu'il y a eu des grandes inondations. Et en fond, si on peut résumer avec ce crash course-là de changement climatique rapide, c'est qu'il y a plus d'eau à des endroits, il y a moins d'eau à des endroits, ce qui donne des sécheresses. Et ce cycle-là arrive plus souvent. Donc, ultimement, pour combattre les changements climatiques, il faut réduire la quantité de CO2 qu'on émet. Ça, c'est excellent. Ça, je pense que tout le monde connaît ça. Mais l'autre partie qui est intéressante, c'est qu'il va falloir aussi s'adapter au changement climatique. Parce que au-delà de, oui, on vise les cibles de Paris, donc que les températures, on vise une augmentation de seulement 1,5 degré, de seulement 2 degrés, puis on vise à peu près 1,5. Mais il va falloir s'adapter au changement climatique. Parce que peu importe les actions qu'on fait au Canada pour réduire nos GES, et il faut le faire, mais il va falloir s'adapter. Et les meilleurs outils d'adaptation au changement climatique, ce sont les infrastructures naturelles. Sylvain, c'est quoi ça, les infrastructures naturelles? Voici la définition qu'on retrouve classique. Là. Donc, un réseau interconnecté d'air naturel avec des fonctions écosystémiques et tout ça. Ça va. Mais simplement, c'est des forêts. C'est nos terres agricoles, hein, ultimement, qui, oui, sont changées, mais qui peuvent également nous servir d'outils d'adaptation. Et finalement, nos fameux milieux humides, qui, en fait, il en reste pas beaucoup. Donc, c'est important de les protéger. Et quand on regarde dans le Grand Montréal, comment ça se traduit, ça, cette protection des milieux naturels-là que j'essaie de vous vanter depuis le début? Il y a une carte qui avait été faite, en fait, ça, c'est le Grand Montréal++. Donc, c'est
il y a 282 villes dans la ceinture verte du Grand Montréal, qu'on va l'appeler. Et ça, c'est un peu tous les milieux naturels, ce qui est en vert. Tous les milieux bleus, c'est les milieux humides. Tous les milieux jaunes sont des milieux agricoles. Ce qui est gris, c'est de la ville. Puis finalement, ben, vous voyez bien le fleuve Saint-Laurent. Et tout ça, en fait, sont des milieux qui sont nécessaires pour s'adapter au changement climatique. Parce que quand on n'a pas de milieu naturel à proximité de la maison, bien, on voit très bien ici là, que la différence de température est très importante. Donc, quand il fait très chaud dans le secteur industriel, avec les stationnements et tout ça, bien, on peut voir environ des pics de température à 40 degrés. Je prends une journée classique là, à 27. Un terrain de golf, ça va être beaucoup plus frais. On en parlait tantôt avec M. Labarre là, de Chambly. Et le secteur résidentiel va être encore un peu plus chaud. Mais dans le parc urbain, il va faire beaucoup plus frais. Donc, c'est important d'avoir des infrastructures naturelles à proximité de la maison. Et ultimement, tantôt, on parlait d'infrastructures naturelles. Ils sont surtout importants. On parlait du cycle de l'eau. La lutte aux inondations passe par le maintien des infrastructures naturelles. Il y a plusieurs inondations qui ont eu lieu dans le passé. Et en fait, ces chiffres-là, ils ne viennent pas de moi, là, ils ne viennent pas de Bibi. Là. Ils viennent de la Fondation Intact Assurance. Eux autres, ils n'y niaisent pas. Là. Quand il y a des inondations, ultimement, c'est les assureurs qui payent. Et ça coûte cher. Et ils ont remarqué, en fait, avec des études à grande échelle, que plus il y avait des milieux humides, bien, moins ça coûtait cher à l'assureur. Donc, grâce aux milieux humides, eux autres, ils réussissent à tamponner, en fait, tout l'impact, en fait, des inondations et tout l'impact là, de la montée des eaux grâce aux milieux humides. Hein, on s'en souvient, hein, n'est-ce pas? On voit ici un canard sur la rue Saint-Denis. C'est pas la rue Saint-Denis, c'est pas vrai, mais c'est à Montréal. Ça affecte également la qualité de l'air. Tantôt, on parle beaucoup d'inondations parce que, bon, c'est ça, ça coûte de l'argent. Mais qualité de l'air aussi, ça coûte ultimement de l'argent. À chaque fois qu'on va avoir des îlots de fraîcheur, en fait, des arbres, ben, ça va permettre de réduire le smog. Et ça, c'est super important parce qu'avec la hausse de la température, on va voir des épisodes de smog de plus en plus fréquents. Parce que le smog est composé de particules excuse-moi, je le dis, des particules fines et d'ozone troposphérique et qui se forment, en fait, avec le soleil et la chaleur. Donc, ça va être super important. Mais ultimement, ça va avoir des impacts là, sur la qualité de l'air. Et ça, c'est la statistique la plus intéressante. Moi, je suis un gars de stats. Pour ceux qui m'ont connu un peu, moi, à chaque fois qu'on regarde ça, il y a un arbre, il y a une rue qui a des arbres, il y a une rue qui n'a pas d'arbres. Donc, celle qui a des arbres, il y a beaucoup moins de particules fines dans l'air, comparativement, en fait, à la rue voisine, où il y en a beaucoup plus. Donc, ultimement, les arbres, les infrastructures naturelles, ben, nous permettent d'avoir une meilleure qualité de l'air. En voici la preuve. La source, vous m'écrirez, là, je vais pouvoir la donner. Donc, c'est super important. Ça vient d'un cardiologue renommé là, à l'hôpital à Laval. Donc, pour chaque augmentation de 10 microgrammes par mètre cube de particules fines, on observe une hausse là, de 10 à 20 de maladies cardiovasculaires. C'est super important. Quand on parle de santé publique, 10 à 20 c'est énorme. Donc, les arbres, on en a besoin. Et ces infrastructures-là sont essentielles à avoir une bonne qualité de vie. On a parlé beaucoup de l'air. Maintenant, on va parler de l'eau. Toutes les usines de traitement, c'est super important. Hein? La dégradation de qualité de l'eau à cause de la réduction des niveaux de l'eau, ultimement, parce que oui, on a de moins en moins d'eau. Dans le fleuve Saint-Laurent, par exemple, là, cette année, je ne sais pas si vous avez vu un peu, le fleuve est de plus en plus bas. C'est des choses qui vont être récurrentes. Et là, c'est passé dans les médias récemment, il ne faut pas oublier, ben, l'entrée d'eau à Montréal, ben, il va falloir à un moment donné la rallonger parce qu'à un moment donné, l'eau ne se rendra pas jusqu'au tuyau physiquement. Là, donc, ça va coûter encore de l'argent. Et là, ici, c'est intéressant. On l'a vu à Granby, on l'a vu à Québec. Il y en a qui, au lieu de laisser au lieu de laisser construire autour de leur réserve d'eau,
il y a plusieurs municipalités, tranquillement, qui font des acquisitions autour de leurs réserves d'eau pour s'assurer du maintien des milieux naturels autour du bassin pour garder une meilleure qualité de l'eau. Parce que sinon, ça dit plus sinon, il y a plus de particules dans l'eau, donc ça va coûter plus cher à traiter. Donc, ultimement, quand on regarde les milieux naturels à proximité de nos réserves d'eau, ben, cette eau-là va être de meilleure qualité. Ici, on a l'exemple parfait d'une parfaite bande riveraine de l'agriculteur. Bravo. C'est ça qu'il faut faire. Quand il y a un cours d'eau, quand il passe sur une terre agricole, voici une bande riveraine, voici ce qu'il faut faire. C'est tous des outils intéressants qui ont été mis en place par certains agriculteurs, donc bravo. Puis, on parle beaucoup de l'humain, de l'impact des changements climatiques sur l'humain, mais ultimement, la biodiversité va être impactée. Et là, si vous prenez la peine un peu de lire, là, personnellement, l'adaptation au changement climatique du renard ou du chevreuil, ça va se faire. Ultimement, ils vont réussir à se déplacer, puis ils vont réussir à se déplacer. Et ça se déplace quand même assez bien des mammifères. Mais quand on parle de plantes puis d'arbres, c'est un autre game. On s'entend, une plante puis les arbres, ben, eux autres, ils se déplacent de quelques kilomètres par décennie. Il va falloir, d'où l'intérêt que ces plantes-là, ils vont devoir migrer vers le nord de plus en plus. Et c'est pour ça, là, tantôt, l'intérêt d'aujourd'hui de parler de connectivité écologique, mais c'est que ces corridors-là doivent être implantés pour notre faune à nous. Donc, la création de corridors de déplacement faunique est nécessaire là, pour permettre aux populations de s'adapter, populations de chevreuils, de renards et tout ça, mais aussi aux populations d'oiseaux, mais aussi aux populations de plantes. Ça doit en faire partie. J'essaie d'aller vite parce que j'ai quand même 15 minutes, il y a quand même beaucoup de matière dans ce que je vous dis. Donc, on revient à la carte là, du très, très Grand Montréal, de la ceinture verte du Grand Montréal. Et quand on regarde ça dans cette carte-là, ben depuis, on a quand même perdu le 2 tiers de nos milieux humides, le tiers des terres agricoles, la moitié des forêts. Et cette destruction-là, dans le Grand Montréal, est notamment liée à l'impact de l'étalement urbain. Je suis persuadé que le présentateur suivant, le Jochen Jaeger, va tout vous présenter ça. Mais ça reste que l'historique est quand même fascinant. Donc, il y a des changements climatiques, puis il faut réduire nos émissions. Ça, c'est sûr et certain. Mais il va falloir s'adapter. Et pour nous adapter, on a des infrastructures naturelles. Excellent. Et ces infrastructures naturelles-là nous permettent là, de donner plusieurs services écosystémiques aux humains. Parler de l'eau et de chaleur, la qualité de l'air, protection de la biodiversité, tout ça. Et là, je vous amène un peu de solution parce que là, c'est un peu drame. Je veux dire, on est à l'heure du souper, puis là, moi, je vous envoie plein de problèmes. Qu'est-ce qu'on peut faire ultimement? Ça, c'est arrivé, aujourd'hui. L'annonce, en fait, de la CMM, 13 hectares qui ont été acquis pour protection dans la forêt du Grand Coteau. Bravo, la ville de Rosemère avec la CMM, le gouvernement du Québec. Bravo, un bon 13 hectares qui sont protégés là. Ça va compléter le milieu naturel, ça va créer un corridor faunique. Bravo. Il y a des choses qui se font. Ultimement, c'est super intéressant. Bravo au Grand Montréal. À Trois-Rivières, en 2018, une centaine d'hectares, c'est super intéressant. Bravo Trois-Rivières. Ils font des acquisitions. Donc, ils achètent et ils font en sorte que c'est protégé à perpétuité. Ici aussi, en 2018, une valeur protégée. Excellent, merci. À Sorel. À Laval, il ne faut pas l'oublier, 6,6 hectares. Il y en avait même eu un plus récemment aussi là, qui a eu lieu. Dans Hydro-Québec, en Québec, qui finalement a décidé de ne pas passer des pylônes à travers un milieu naturel protégé. Bravo, Hydro-Québec, merci. En Estrie. 6 000 hectares à Notre-Dame de Bon-Secours. On s'éloigne un peu, là, mais 6 000 hectares, c'est énorme. Bravo. 21 hectares. Deschambault. On ne lâche pas. Mais là, je vous donne des petits succès comme ça, qu'est-ce qui a lieu récemment. Mais vous, qu'est-ce que vous pouvez faire? Parce qu'ultimement, c'est ça qu'on veut savoir.
Il y a des outils d'aménagement qui peuvent être très utiles. On parle de plan d'urbanisme, il y a des schémas d'aménagement, le PMAD, en fait, le plan métropolitain d'aménagement et de développement. Des consultations publiques, là, c'est super important. Ça vient justifier aux élus la raison de qu'est-ce qu'ils veulent les citoyens. Les citoyens veulent protéger la forêt X, la forêt Y. Si les citoyens veulent ça, on va mettre les outils en place pour le faire. Donc, dans le plan d'urbanisme, on va zoner un espace en conservation dans le schéma d'aménagement également. Et ce sont tous des outils qui, ultimement, obligent la municipalité à consulter ses citoyens. Donc, allez-y. Allez défendre votre point. On a parlé un peu avec M. Laborde au début. Allez au conseil. Allez-y au conseil municipal. Et s'il n'y a personne qui dit un mot, ils ne sauront pas qu'il y a des gens qui tiennent à ces milieux naturels-là. C'est ce que je peux vous dire. Puis, ultimement, il y a des moyens légaux, là, comme la Commission de la protection des territoires agricoles. Peut-être que, ultimement, un jour, on va arriver avec une commission de la protection des milieux naturels. On ne le sait pas. Mais la CPTAQ au Québec, jusqu'à maintenant, elle a joué un rôle exemplaire pour protéger la terre agricole. Peut-être qu'ultimement, on est rendu là au Québec. Peut-être qu'on a tellement perdu le milieu naturel, on l'a vu tantôt, qu'on va être rendu à une commission de la protection des territoires naturels. Pensez-y. Allez rencontrer vos élus. J'ai pris Valérie Plante, là, parce que c'est maintenant. Mais il y a les élections municipales. Impliquez-vous, assurez-vous que les candidats sont au courant que vous voulez protéger les milieux naturels. C'est super important. Parce que, ultimement, si tout le monde le veut, peut-être qu'ils n'auront pas le choix de vous écouter, n'est-ce pas? Voilà. C'est tout. Avez-vous des questions? Merci beaucoup, M. Perron. Pour l'instant, on n'a pas de questions dans le chat. Fait que j'ai ajouté des liens il y a des consultations publiques qui ont lieu en ce moment. Donc, il y en a une à l'échelle provinciale qui vient de débuter. Puis, il y a l'initiative Parlons Territoire qui ont déjà fait des vidéos par rapport à ça. Puis, il y a aussi une consultation publique dans la communauté métropolitaine de Québec, si vous êtes de la région de Québec, qui vit aussi d'étalement urbain, on le voit avec le projet du 3e lien, qui est en train de revoir son plan métropolitain d'aménagement et de développement jusqu'à la fin août 2021. Puis, ils ont aussi d'autres consultations auxquelles vous pouvez participer. On a une question qui demande comment est-ce que les municipalités défusionnées peuvent faire pression sur la Ville de Montréal? Dans le cas de l'agglo de Montréal, hein, c'est ça? Ultimement, il y a un schéma d'aménagement qui est adopté par l'agglomération, puis vous avez les plans d'urbanisme qui sont adoptés par les villiers. Là. Donc, ultimement, il faut que le tout soit concordant qu'a fait. Donc, ultimement, ça reste qu'il y a des élections municipales qui s'en viennent, puis c'est probablement votre meilleur outil qui existe. Parce que les moyens légaux, les moyens urbanistiques, des fois c'est clair, des fois c'est moins clair, mais moi je vous dis, rencontrez vos élus, n'hésitez pas, écrivez-leur, servez-vous des médias, les médias locaux sont super importants au niveau municipal, au niveau du territoire, et vraiment, là, je le réitère, là, c'est super important. Puis aussi, juste par rapport à votre présentation, il faut mentionner que la température, en fait, change le taux d'oxygénation dans l'océan. Je ne sais pas si vous avez un bref commentaire par rapport à ça, mais plus il fait chaud, moins il y a de l'oxygène pour les poissons et tout, et on voit beaucoup de vie marine, en fait, mourir asphyxiées à cause de nos changements climatiques. C'est vrai, mais on parlait de connectivité écologique en milieu urbain. Fait que, je suis plus concentré là-dedans, mais je veux dire, la hausse des températures des océans, c'est absolument catastrophique. Mais aujourd'hui, je suis venu vous parler de connectivité écologique en milieu urbain. Parfait. On va garder les autres questions en tête pour la discussion. Fait que n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Monsieur Laborde également, vous pouvez juste l'indiquer dans le chat pour ne pas l'oublier parce qu'on a quand même 4 présentations en tout, fait qu'on va être sûr de ne pas manquer de temps. On va enchaîner avec notre deuxième présentateur. Et là, je vais vous le présenter en anglais. It's Mr. Jochen Jaeger. Attends. Dr. Jaeger received his Ph.D. from the Department of Environmental Science at the ETH Zurich in 2000, which is the Swiss Federal Institute of Technology. He held a position at the Center of Technology Assessment in Baden,
Gutenberg in Stuttgart, Germany, and lectured at the University of Stuttgart. In 2001, he went to Canada as a postdoctoral fellow with Dr. Lenore Farrick in our Landscape Ecology Laboratory at Carleton University, Ottawa, funded by the German Academy of Natural Sciences Leopoldina. From 2003 to 2007, he was back in Zurich at the ETH as a researcher associate. So Mr. Jaeger did a lot of research in Switzerland and also in collaboration with Germany. And he joined Concordia University in 2007, where he received an award himself for a new scholar that is welcome in the university for his exceptional tenure track, but also with his project research, landscape fragmentation in Europe from the Infra Eco Network Europe in September of 2011. In addition to his position at the Department of Geography, Planning and Environment, he is an affiliated member of the Department of Biology and a member of the Loyola Sustainability Research Center. So Mr. Jaeger is working in fields as diverse as landscape ecology, road ecology, quantification and assessment of landscape structure and landscape change, land consumption through urban sprawl, ecological modeling, environmental indicators, impact assessment, and novel concepts of problem-oriented transdisciplinary research. So, Mr. Jaeger, we're eager to hear you. Thank you so much for your kind introduction and the invitation to speak to you. That's a great honor for me to be here. And I will just get started right away. And I would like to talk about roads, urban sprawl, and ecological connectivity. And I hope you can see my slides well. So let me see where I can switch my slides here. You may be aware that Montreal has a charter, a green charter, for the protection of Montreal's green spaces and natural environments from 2016. So that's 5 years ago now. And when you read it, you will see urban sprawl is mentioned a lot. For example, here in the boxed area, it is resolved that the Montreal agglomeration put an immediate stop to all urban sprawl on the island of Montreal. So I would like to start my talk here talking about sprawl and roads as well. So as you all know, landscapes are changing very fast, and that includes an increase of roads and urban sprawl. This is an example from Baden-Württemberg, where a hobby pilot, Albert Brucker, took photos of the landscapes for several years from the same spot in the air. So this is the same landscape, and it has changed a lot. And the question then is, what does this mean for wildlife and for landscape connectivity? And it's pretty clear, more animals are being killed on roads, so you have higher road mortality. There's a loss of habitat for wildlife, and there's reduced connectivity. So I would like to talk about urban sprawl first, road ecology, connectivity, and then what can be done. And I like this cartoon here by Victor Grün, which is from 1964. So urban sprawl is not a new topic. It has been talked about for more than 50, 60 years maybe. But if we go to Canada, I like this example here from Southern Ontario, work by Fenech et al. From 2004, where the length of major roads in Southern Ontario in 1935 was 7,100 kilometers. And then the network grew and grew. And in 1995, there was already a 5-fold increase, 35,600 kilometers. And since it has continued. So landscapes are changing in Southern Canada even faster than in Switzerland, which we have studied before. In fact, Canada is world champion in terms of amount of roads per capita. And they're still building more roads. So if they're already world champion, will they ever have enough roads? I fear maybe never. In fact, many new roads are planned worldwide right now. So the total length of additional roads worldwide in 2050 compared to 2010, in just 40 kilometers, will be an additional 25 million kilometers. So that's more than 600 times around the planet.
And a big initiative here that will contribute to lots of new roads is the Chinese Belt and Road Initiative by China and more than 60 other countries. And most recently, you have heard President Biden wants to also build more infrastructure worldwide to compete with the Chinese. And as a consequence, wildlife populations are more and more enmeshed by urban development and roads. This is a nice cartoon that shows that. And in fact, researcher Bill Lawrence has termed this a global infrastructure tsunami. And what we can expect for the coming years is, first, a strong reduction in the remaining roadless areas, a severe reduction in connectivity for animals, massive increase in road mortality, and a great loss of wildlife habitats. So that means this tsunami of new roads and urban sprawl is likely to accelerate biodiversity loss rather than slowing it down. As a result, you will see more and more often animals on roads, like these guys here. These are actually a Canadian street gang. And you will see many dead animals on roads. So actually, nobody knows how many animals are getting killed on roads every year, but certainly it's hundreds of millions of vertebrates every year. And there's this guide called Flat and Fauna, which is a field guide to common animals of roads, streets, and highways. And it will show you the different silhouettes. So you can identify the two-dimensional fauna based on their shapes. This actually is a black humor book. And unfortunately, the numbers of animals killed on roads are so high that it's not really funny. But it's interesting to get people interested in this topic. For example, in Eastern Germany, there was a study 20 years ago that studied the causes of death in otters in Mecklenburg-Vorpommern, and they found that almost 60% of all the causes of death were traffic. So animals, certain species in particular, are getting killed a lot on roads. Of course, this is not only dangerous for the animals, it's also dangerous for human beings, right? If you run into a group of wild boar, that can cause serious damage to your car, and sometimes people are getting killed. And in Canada, of course, you're familiar with accidents with moose, which are very dangerous. So the most important thing is don't drive too fast, because otherwise you cannot avoid anything. And the impact of the animal on your car strongly depends on your speed. Drive carefully. How can we reduce road mortality? Well, a very interesting study recently published by Trina Rydvinsky and colleagues is about this question. How effective is road mitigation at reducing roadkill? And it's a meta-analysis combining all the studies globally available. And they found, among other things, three main conclusions. First, wildlife fencing is by far the most effective measure to reduce road mortality. And if you put crossing structures like wildlife passages, they alone do not reduce road mortality unless fences are included. So fences must be included with wildlife passages. And third, reflectors that are inexpensive to put along the road, so the light would reflect the car's headlights, and then animals might be scared and stay away from the road, as well as warning signs, do not reduce road mortality. The effectiveness of reflectors and warning signs is less than 1%. They're inexpensive, but they're ineffective. I want to show you one example of our ongoing work. So we have developed a plan for reducing road mortality using mortality reduction graphs, which we invented. So at the x-axis, you have the length of the road. And depending on how much fencing you would put along the road down on the x-axis, you can calculate by how much roadkill would be reduced if you start fencing the hotspots first. So the red areas here are hotspots where you have significant clustering of roadkill as compared to warm spots and cold spots. Cold spots are areas where you have less wildlife killed on the road than you would expect it under a random distribution of the same number of events along the road. This has been published half a year ago in the journal Conservation Biology. And a lot of work has been done by my student, Ariel Spanowitz. So the idea I want to illustrate here is if you have a road and these red dots indicate locations where dead animals were found, you can analyze this using a scale of 1,000 meters, and then you would find here one big hotspot.
And accordingly, you would fence the road with a 1,000-meter fence. However, if you analyze this pattern of roadkill locations at the scale of 200 meters, you would find 3 hotspots of 200 meters length. So if you don't want to spend as much money of a 1,000-meter fence, you may put 3 fence sections of 200 meters, and then the total length of fence is 600 meters. So you may think you may save some money. But the problem then is that maybe some animals move along the fence, like at this little snowshoe hare here, and then in the next year, the animals may be killed in the gaps in between because the hotspots may shift as a result. And there's very little research available about this fence end effect, as it's called, and that's why we're doing research on this. So in fact, we have compared the analysis of roadkill patterns along roads at different scales. So you here see the diameter of the analysis between 200 meters and 2,000 meters. And depending on the scale, you have different options to faster or more slowly decrease road mortality. If you want to decrease road mortality by 50%, according to the 200-meter scale analysis, you would need only 15 kilometers of fences. If you use the 2,000-meter scale analysis, you would need 23 kilometers of fences. So which one is correct? And that depends on the strength of the fence end effect, and there's basically no studies, 1 or 2 so far. So we call this the FLOMS trade-off. FLOMS is short for a few long or many short fences. Which one is better? So that's our ongoing research, and I invite you to read the summary in The Conversation that was published in November, or the scientific paper. If you want to read it in French, it's also available in French here on this website, in La Conversation. In fact, in summer 2019, we started road mortality surveys along Autoroute 10 between Bromont and Magog. And this is the team of the students, Steffi Velosa with Anna Krupa and Sabrina Mrushek as the research assistants. And they identified all the animals they could find. They went along the road every day. So it looks like this here with this yellow arrow on top of the research car. And I would like to show you a 2-minute video so you get an idea how this works. If I can get this shared, just a second. Share screen, share sound, optimize for video clip. It's in French, but I hope it will work and you will understand. Trouver les animaux sur la voie de gauche. Sabrina est en train de regarder la voie de droite et l'accotement, et Anna est en train de conduire. 5 jours par semaine, à l'aube et au crépuscule, les 3 étudiantes en environnement de l'Université Concordia arpentent l'autoroute 10 entre Magog et Bromont pour répertorier tous les moyens et petits animaux frappés par des véhicules. Ah, c'est la tortue. Ça, c'est la tortue! Le but, c'est vraiment de faire des suggestions de mitigation pour construire des clôtures et des passages souterrains pour les animaux. Comme ça, les animaux vont mourir moins sur la route. Parce que la route n'en épargne aucun. Tortues, tamias, pécans, lynx, coyotes, renards, oiseaux. Depuis le mois de mai, 120 animaux ont ainsi été retrouvés et environ une dizaine d'autres l'ont été seulement dans la matinée de jeudi. Chaque fois, l'équipe prend soin de bien identifier l'animal et de noter à l'aide d'un GPS l'endroit exact de l'impact. C'est le kilomètre 95.5. On a trouvé vraiment beaucoup d'animaux déjà. Donc, quand il y a beaucoup d'animaux morts sur la route, on les retrouve moins et ça veut pas dire qu'ils sont pas en train de mourir. Ça veut dire qu'il y en a moins dans la région. Donc, il faut vraiment les protéger. Le travail est fait en collaboration avec l'organisme Corridor Appalachien, qui œuvre depuis plusieurs années à l'aménagement des passages fauniques au-dessus et en dessous de l'autoroute des cantons de l'Est. L'organisme souhaite recueillir des données pendant 2 ans afin d'influencer les futurs travaux d'infrastructure du MTQ. En faisant le ponceau un tout petit peu plus large, on va avoir une zone à sec une vaste majorité du temps, puis ça devient un passage pour la faune. Alors effectivement, des fois, quand on réfléchit en amont, quand on prend en compte ces besoins-là, on peut arriver à faire des ouvrages, des traverses qui ne sont pas, somme toute, plus coûteuses. Corridor Appalachien croit que de tels passages auraient le même succès que le passage à tortue aménagé il y a 2 ans à Bolton-Est sous la route 245. Un trajet maintenant emprunté par une multitude d'espèces animales, en toute sécurité. Ici Charles Baudouin, Radio-Canada, à Eastman.
Attention, le prochain gros lot du lot. So that was the little film, and we go back to the slides, which is here. So that was in summer 2019, and we have continued this research in summer 2020 with a different student who was a graduate student, Michael Rollheiser with Avital Moalen and Janina Deku, and you will find also additional information on this additional link here. And I would like to share some results, but we still have to get the approval from the Transport Ministry, so I'm not yet allowed to show you how many animals we found, but the result is lots and lots of animals, many more animals than we thought. And we found even more in 2020, even though that was the summer of COVID-19, when we were not sure if there's not much traffic on that road in the summer, maybe we won't find many animals, but we found a lot. And of course, the idea then is to convince the Transport Ministry to put mitigation into place, and that would include fences. Here you see the fences along the wildlife overpass. And you know how many overpasses Quebec has so far? 0. And Ontario has 1. So this is the famous Burwash overpass that was constructed at the location of high wildlife vehicle collisions by the Ontario Ministry of Transportation in 2016. So it's very recent as well. I would like to show you some more examples from Switzerland because they have a lot of overpasses and underpasses. This is one that's about a highway and the train tracks that is under construction. This is one that is 100 meters wide, built in 1996. This one was built in 1992, 140 meters wide or long. This one is 200 meters, built in 1992. This one is only 50 meters, built in 1999. And here's an exceptional example from the Netherlands, which is even longer and wider. So those things exist, but not yet in Quebec. I also want to show you animal detection systems because they're not very well known yet. This is an example from Schleswig-Holstein, where I grew up in Germany, along Highway B202, where you see the fences indicated in orange here, and then there's a gap, and cameras detect animals that are approaching the road. And when animals are detected, these warning signs will light up, and then traffic will slow down because they know there's an animal around trying to cross the road. So I went there and took some photos just to show what it's like. So on the right, you have the bike path, and here is where the cars go. And these are the big signs. And it's this moment it didn't light up. And then you have here the opening where the animals are supposed to cross the road. So along this orange or red arrow. If you come a little closer, you see it's open here. But there are these little poles to prevent people from parking and going hiking there. So this is really for the animals. And then, of course, roads and urban sprawl often come together. So this is an attempt by my PhD student, Aurora Torres, to look at the relationship between urban sprawl, which requires more roads. And when you have more roads, that invites urban sprawl to advance along the road like it does from Magog towards Bromont along Autoroute 10 as well. So urban sprawl is a topic in itself. This is an example from Switzerland where dispersion of the buildings is very high. This is an example from the region of Lausanne, close to Geneva. Geneva would be here. This is Lausanne area. And this were the built up areas in 1885. And this is what they look like in 2008. So it's really a strong expansion of urban areas. And in 2010, the Présidente de la Confédération Suisse and la Chancelière de la Confédération Suisse declared that urban sprawl and the destruction of agricultural areas are unresolved problems of regional planning. And when politicians say this officially, then the government agencies can do something about it. So urban sprawl has been included in the environmental statistics, which is distributed to the general public in large numbers. And one topic there is mitage du paysage. Mitage is the Swiss French word for étalement urbain, which is urban sprawl. And you see it has increased all over Switzerland. And in Montreal, my master's student, Narmé Narzarnia, did a study for Montreal and for Quebec. So you know Montreal from above, there you realize how much space is wasted by really
urban sprawl, lots of space is used both for residential areas and for industrial areas or commercial areas. And when she digitized the maps backwards to 1951, you see that the urban areas were pretty small in Montreal. And for Quebec, they were really very small in Quebec in 1951. And now you can see the urban areas grow over time from 1951 to 1971 to 1986 to 1996 and to 2011. So urban areas really are a dynamic process. It's something that keeps increasing. And when you argue, well, there are also more people in Montreal now, well, let's look at the increase of the inhabitants relative to 1986, that's used as the 100%. And when you compare then the built up areas, they have increased much faster than the inhabitants. And when then you measure urban sprawl, which we have done, then you see that urban sprawl has increased even faster because population density in the built-up areas has decreased a lot. And in fact, over those 15 years here, urban sprawl has doubled, and then it has doubled again. And that's a situation when you have a doubling over a certain time, that's an exponential increase. So that means over the last 30 years until 2011, the increase in urban sprawl was exponential. So we found that urban sprawl on the island of Montreal has increased 29-fold between 1971 and 2011, with this exponential increase in the last 30 years. And urban sprawl in Montreal has never before increased as fast as it has increased in those last 20 years until 2011. And it seems to me that urban sprawl in Montreal appears to be out of control. And this, of course, brings the question, how much growth, urban growth, is sustainable? If you look at biological systems, they don't just keep growing, growing, growing. At some point, an animal like this would go through a metamorphosis and become a beautiful butterfly. And that's what I think we need to discuss for cities today. What would be the appropriate metamorphosis for cities to stop growing and change into something more beautiful? You can do this for all the Montreal districts, which my student has done, and you can find that often those areas of Montreal that have the highest density are often the most attractive areas, like Le Plateau, Mont-Royal. So high density doesn't mean parts of the city are not attractive. All of this is available. Here are the maps. The green areas don't have urban sprawl. The red areas are highly sprawled. This is all available. And in Switzerland, basically, you find an article about this problem of urban sprawl every day. And here's one that says, das Hauptproblem der Raumplanung ist der Vollzug, which means the main difficulty of regional planning is to actually do it, to carry it out. And I think this is an example of the tragedy of the commons, which you may have heard about. And the question is, how can this be avoided? How can we escape from it? And earlier problems of the tragedy of the commons have been resolved by putting limits. And we can do this for urban sprawl as well, I would argue. So there are many measures to limit urban sprawl. I don't have time to explain all of them, but I think this one here, setting targets, limits, and benchmarks for urban sprawl, is a very interesting one. In Switzerland, there has been a lot of experience. So one of the oldest is from 1291, where they put limitations on the density of cows on alpine pastures through alpine cooperatives to avoid overgrazing of these meadows. And also the forest areas have been totally protected since 1888 in Switzerland. Once you have a forest, you cannot cut it down. They're totally protected. There are limits to air pollution since 1983. There are limits to water pollution since 1991. So why not attempt an introduction of limits to urban sprawl? And in fact, we just published a book in 2018 that proposes limits to urban sprawl. It's called Measuring and Limiting Urban Sprawl, Measures and Targets for Switzerland, its cantons, and municipalities. Right now it's available in German only, but I'm in the process of publishing a summary of this in English as well. I also want to mention some interesting activities by banks. So this is La Banque Alternative Suisse, Alternative Bank of Switzerland, that is engaging in the fight against urban sprawl. And they say they will not give loans anymore for
projects that will contribute strongly to urban sprawl. And I think this is a great idea. If banks stop investing in urban sprawl, but divest from urban sprawl, that would help us a lot. And they are doing this here since 2012. It's official. This is a press note that you can look at www.abs for alternativebankofswitzerland.ch. There's contact information, so it's official. I would love to talk more about ecological connectivity, but I think I'm running out of time. Just to mention, the City Biodiversity Index, or CBI, has 28 indicators in it, so you may find that very interesting. And one of them, number 2, is about connectivity measures of ecological networks to counter fragmentation. And Montreal was among the test cities that applied this. So here's the fact sheet for Montreal available, and you see on the right the indicator 2 here that Montreal has measured, and the idea is to monitor this over time. We have published a paper in this journal, Ecological Indicators, about this. My student Megan Delaurier and others and myself, called Implementing the Connectivity of Natural Areas in Cities as an Indicator in the City Biodiversity Index, which includes examples from Montreal, for the entire island of Montreal, but also for the role of the Meadowbrook Golf Course in the surrounding area of Montreal. So it's all in there. If you would like a copy of this paper, please send me an email and I will be happy to share that with you. So conclusions, what is our vision for the future? Well, we have to decide in what future do we want to live and how do we relate to future generations? And I would argue there's an urgent need to reduce road mortality of wildlife and to stop urban sprawl. And therefore, I think we need to monitor landscape fragmentation and urban sprawl. And there's an urgent need for much more research on road ecology in collaboration with policymakers to implement better legislation. And I also think that further urban sprawl appears to be avoidable if we first learn to better understand the tragedy of the commons for the landscape. We finally take this problem seriously, not just talk about it, but take it seriously, and then create sensible regulations and incentives. And that includes this idea of establishing quantitative limits to urban sprawl. And we can also learn from experiences from other countries. And the City Biodiversity Index is used internationally together with the Secretariat of the Convention on Biological Diversity, which is located in Montreal. And we can try to get banks involved in not financing urban sprawl any longer. We can call this divestment from urban sprawl. If you want to read more, I can also recommend Nagme Nazarnia's paper about accelerated urban sprawl in Montreal, Quebec City, and Zurich, which I would be happy to share with you. We also have a book about the analysis of urban sprawl in Switzerland, which is bilingual. The first part is French and the second part is English. And there are a few other papers available as well on other topics. And with this, I would like to thank you for your attention and thank all the students in my lab, many colleagues, and also funding from the Ministère des Transports, the Fondation de la Faune du Québec, and the Swiss Federal Office for the Environment, and also wonderful collaboration with the NGO of Corridor Appalachian. Thank you so much. Thank you, Dr. Jaeger. Thank you for accepting the challenge of summarizing so much information in such little time. I think you did wonderfully. We do have one question in the chat, so we very quickly, because we're running out of time for the rest of the event, do we have an idea of the impact of road mortality on the diversity of mammals and or the abundance of some key species? Can certain species become endangered species because of road mortality? That's a very good question. The answer is yes to both. So in particular, species that don't have a high reproductive rate are more in danger, like turtles. So for turtles, roads are a big problem, in particular for endangered turtles, but also for predators at higher levels, like cougars and so. For deer, it's the opposite, because the predators have often been taken out by humans, like wolves or cougars, and then the deer populations are increasing, and they're doing better and better, and then therefore they get killed more often on roads, which in itself is not the problem. Then it's the accidents that are a problem for the drivers,
whereas the deer abundances are too high, and they also affect rejuvenation of the forests and overuse their resources. So when some populations are doing better because of predation release, that's not a good thing either, because they may overuse their resources. So the whole composition of the community is messed up. And positive effects of roads on some species, like in particular very small mammals and deer, that's not a good thing either. Thank you very much. We'll go to our third, and we hope to have more time for your questions at the end. We'll go to our third participant. She's an academic fellow from overseas. So she recorded something for us to share, and she asked that if you have any comments or questions to share them so that it can be transmitted to her, and she'll be happy to respond. So I'm gonna share my screen again. Let me present her. Oops. First things first. I'm going to present her. So Mrs. Sian Moxon is a senior lecturer in sustainable design and a researcher in urban biodiversity at the London Metropolitan University's School of Art, Architecture and Design. She's an architect, accredited professional, fellow of the Higher Education Academy, author and founder of the award-winning Rewild My Street urban rewilding campaign. I'm Sian Moxon, and I created a project called Rewild My Street, which is based at London Metropolitan University. The sort of premise of this project is that our streets, particularly our residential streets where we live, could be great for nature. Private gardens cover 25% of our cities, and they can represent half of urban green space and as much as 86% of urban trees. And you can see from this aerial view of a sort of typical terrace street how much area there is, and they're sort of almost like a kind of linear park with the back gardens and front gardens highlighted there. But they also sort of form habitat corridors that could connect into wider, larger green spaces such as allotments, cemeteries, parks, and so on. Unfortunately, the trend is that these spaces are becoming less green and more grey, and 1/4 of our front gardens, for example, have been paved over. And people are also generally changing back gardens to have less green cover, to have more artificial lawns or less tree cover, and so on. So we really need to rewild our urban streets to allow them to become green havens that are great for wildlife and therefore great for people and our own contact with nature. So that's the kind of project vision, and we wanted to create a website to help residents to rewild their homes. So it has information on species that you could attract to your street, home and garden in an urban area, on mini habitats that you could create, on products that you might buy to attract wildlife to your home, or alternatively on activities that you could do with your family and neighbours to make your street more wildlife friendly. And the website is rewildmystreet.org. And my background is as an architect and designer. And so the website is arranged around what we call vision drawings, which we use to sort of organise all that guidance. And the idea is that they could help inspire people to understand how their street could be transformed and how it could look if they and their neighbours make small changes that add up across the whole street.
So, for example, we have this sort of sectional drawing through a typical house and garden and showing the street in the distance to talk about the kind of species that you might attract. And some of them are highlighted here. And for example, if you want to attract the UK's favourite mammal, the hedgehog, which unfortunately is in very drastic decline, then we have keys for all the drawings which link through to external guidance, because there's loads of great guidance out there from conservation bodies. And the idea is that this helps to sort of curate that guidance and make it relevant to an urban context. So if you wanted to find out about the prickly hedgehog, you click here, and then we go to Hedgehog Street's website, where there's loads of information all about the hedgehog. We have a sort of street plan drawing, which is looking down on the street here. So you can see the row of terraced houses in white, and then quite sort of more radical proposals for the front, for the street, but that work with an existing street layout and still allow practical things like a bin truck and a fire truck to come down the street, but with lots of sort of modular things that could be brought in to increase the amount of trees and planting, allow people to park bikes and use the street as a play park for their children to play safely, whereas the rest of the street might become a kind of electric carpool for sort of shared cars for residents. And then the back gardens are more of a focus on sort of individual actions. So one person might create a pond, one person might put up a bat box, one person might make a mini meadow, but there might be some joined up thinking about maybe everyone trying to have a hedge as the boundary to the front garden. And then this talks about mini habitats. So if you wanted to create a mini meadow on part of your lawn, you would again look on the key. And most of these drawings are arranged into sort of zones that most people would have. So a street, a front garden, a house, a patio, a lawn, and a shed zone. And so this is in the lawn zone for the meadow, and then that links through to Kew Gardens information on why meadows are so important. Then we use the sort of elevations, as we call them, the front and back view of all the houses in the terrace, to talk about product solutions that you can buy off the shelf if you want a sort of quick, easy way to achieve something. And so if you were interested in creating a container pond, as sort of shown here in the back garden on the lawn zone, then that would link through to somewhere where you can buy an off-the-shelf pond kit, which will come kind of complete with everything apart from the water, which you let the rain do. And you can plant up with native aquatic plants to attract lots of wildlife quite instantly. A pond is a really great magnet for wildlife. Alternatively, if you want to get more hands-on, spend less money and spend more time outside making changes yourself, every product option that we have also has an activity where you can do it yourself. And this is shown on this kind of aerial view of the street, which really tries to show the character of that sort of play park that the main street has been turned into, and shows sort of people getting out and enjoying the street and their back gardens and doing activities like digging a mini pond or putting up a bat box and so on. And so if here you wanted to create your own pond like this guy's doing, then that is in the lawn zone again, and that links through to RSPB's activities and their suggestion for creating a mini pond, which could be in something as simple as an old sink or tub like this one here. So what can you do to get started?
you can sign up to rewildmystreet.org and you'll get this free guide. This is the contents page with 5 kind of step-by-step activities to help you get started. So we've got, for a quick fix, putting down a log pile. For instant impact, creating a window box. To attract the most wildlife, making a mini pond. To get crafty with your kids, to create a bee hotel. And for connectivity and thinking about joined up thinking with your neighbours, to create a wildlife gap. So when you go onto the website, you'll get this pop-up where you can sign up for that. And you also get our monthly wild makeover tips. Here they are. So every month we send out a seasonal tip, and again with lots of links to help you find information about products and activities and species and habitats. And these are some of the previous ones that we've done. Our most recent one last month was about creating a veg patch and how to do that in a way that will benefit wildlife without using pesticides, and by creating homes for hedgehogs and toads and things that will be natural predators for those pests. And considerations of things like using peat-free compost to avoid some wider environmental damage from things you're buying. And always trying to say that even if you have a small space, you might not have a massive or even a small garden. If you even have just a balcony or a few containers, you can still achieve a lot of these things. We're also on social media, even on Twitter and Instagram at rewildmystreet. And for example, for 30 Days Wild, which is an initiative from the Wildlife Trust, every day in June we issued a new image, and these were some of them. And we call these pattern drawings, and they're little illustrations for each sort of activity that will show you the sort of design and considerations for how to integrate them into an urban setting. So to show one of them in a bit more detail, this is for creating a wildlife gap. So thinking about how that would look, but how it might also be planned out, and the strategy for trying to have a wildlife gap in every one of your boundaries, obviously in discussion with your neighbours, and what size that would need to be to allow things like hedgehogs to get between gardens, and also toads and frogs, and other considerations about maybe not making your fences too high so other animals like foxes and squirrels can jump over them easily. So over to you really to take on the challenge to rewild your own streets. Here are the kind of details again. So rewildmystreet.org for the website, and you'll see there's loads of resources and news about events like this that we're doing, and lots of other information there. And at rewildmystreet on Twitter and Instagram, please do join our community. We'd love to hear about what you've done, either on social media or via the website. You can become a member and join our forum, where we have an archive of all our monthly tips. And we also encourage you to tell us your stories and post your pictures about your rewilding projects. So we'd really like to hear what happens in Eastbourne and anywhere else you're listening in from. I hope that has inspired you and given you some information to get started. Et voilà, donc la vidéo est vraiment adaptée à la réalité de Londres. On n'a pas fait refaire une présentation juste pour nous à Dr. Moxon, mais ça donne vraiment une bonne idée de s'il était pour avoir un site comme ça adapté aux espèces et à la réalité urbaine dans notre région, à quel point on pourrait mobiliser les citoyens de cette façon-là. Donc, si vous avez des questions, juste les écrire dans le chat, puis on va les retransmettre. Passons maintenant à notre dernière présentation, et non la moindre.
Madame Julia Mlynarek est entomologiste à l'Insectarium de Montréal depuis juin 2020. Elle a reçu sa maîtrise en entomologie sur un projet de taxonomie de diptères de l'Université McGill en 2009 et un doctorat de biologie de l'Université Carleton en 2014. En écologie évolutive des interactions entre odonates et leurs parasites. Elle a travaillé comme chercheur postdoctoral à l'Université du Nouveau-Brunswick sur le sujet des associations entre les insectes mineurs de feuilles et leurs plantes hôtes, et comme chercheur en entomologie des grandes cultures chez Agriculture et Agroalimentaire Canada avant de déménager à son poste actuel à Montréal. Donc, Julia, la parole est à vous. Merci beaucoup pour la présentation et merci de m'avoir invité. Bonjour tout le monde. Ça me fait un grand plaisir de vous parler aujourd'hui des insectes. Ici, je vais... passer ma présentation. Est-ce que tout le monde la voit? OK, donc si tout le monde la voit, c'est bien. C'est vraiment un gros survol des insectes qu'on peut voir nous-mêmes dans la vie. Donc, mais juste bien vite, voici quelques points qu'on va aborder aujourd'hui. En premier, je vais faire un survol de la diversité des insectes qu'il y a dans le monde. Après ça, je vais discuter un peu du cycle de vie d'un insecte et de leurs besoins de survie, parce que la plupart de leurs besoins sont les services qu'ils nous fournissent vraiment. Et après ça, la majorité de notre temps, on va découvrir certaines espèces qu'on peut trouver près de chez nous et leur rôle dans nos écosystèmes. Donc, je vais commencer par vous montrer une fraction des espèces qu'on retrouve dans le monde. Donc, ceci sont des images d'affiches que j'ai pris ces images sur le site bioquip.com. Ces posters sont des représentants de certains groupes d'insectes aux États-Unis. Donc, vous voyez ici le premier en haut à gauche, on voit les hémiptères. C'est un groupe très divers morphologiquement et assez divers écologiquement aussi. On a des prédateurs et des phytophages dans ce groupe. Le prochain groupe qui est vraiment intéressant, ce sont les coléoptères. On retrouve dans ce groupe une immense diversité de formes et de fonctions. Donc, aquatiques, terrestres, des prédateurs, des phytophages, des saprophages, des pollinisateurs, ils font un peu de tout. En bas à droite, on va trouver les hyménoptères. C'est le groupe qui contient les abeilles, les bourdons, les guêpes, les fourmis et beaucoup plus. Elles sont aussi très diverses et certaines de ces groupes, dans cet ordre, sont eusociales. Donc, elles créent des colonies avec une seule femelle féconde, de nombreuses femelles stériles et une faible proportion de mâles fertiles ou faux bourdons. Ce groupe sont surtout des pollinisateurs, des prédateurs et des parasites. Et finalement, en bas à gauche, sont les diptères. C'est un groupe qui me tient beaucoup à cœur à cause de ma maîtrise. Et c'est ce que j'étudie aussi d'habitude. C'est un groupe souvent oublié et généralement vraiment mal compris. Et je dirais que les diptères sont aussi divers que les coléoptères et les hyménoptères. Mais soyez assurés, cette présentation n'est pas seulement sur les diptères, je vais parler de tous les insectes. Et donc, maintenant, parlons un peu plus de la grande vision de la diversité des insectes. La première chose que vous avez sûrement réalisée, c'est qu'il y a beaucoup d'insectes. Et c'est vrai. Il y a une estimation dans un article de Stork en 2018 qui propose qu'il y a probablement autour de 5,5 millions d'espèces d'insectes dans le monde. Si on pense ça en termes de nombre d'individus d'insectes, il y a une estimation qu'il y a 200 millions d'individus d'insectes pour chaque humain. Et en termes de masse, un calcul était fait pour un article dans le New York Times récemment, et une estimation que pour chaque kilogramme d'humain, il y a 300 kilogrammes d'insectes. En masse et en diversité, c'est vraiment incroyable si tu y penses. Ça peut sembler beaucoup, mais les entomologistes dans le monde, un peu partout, démontrent que les populations des insectes sont en chute. Si ça continue, il va y avoir des enjeux à cause de tous les rôles importants qu'elles jouent dans nos écosystèmes. De plus, on ne connaît pas beaucoup le rôle de certaines des espèces, et même on ne connaît pas l'identité de beaucoup d'espèces, parce qu'il y a seulement 900 000 espèces décrites par les taxonomistes.
qui leur ont assigné des noms. Donc, il manque beaucoup de noms et il manque beaucoup de connaissances. Je vous parle ici vraiment de l'échelle mondiale. Au Canada, si on regarde, on retrouve autour de 55 000 espèces. Mais les enjeux pour les populations d'insectes sont similaires que dans le monde. Et ce qui affecte le plus les insectes, c'est vraiment leur possibilité de survie. Parce que chaque insecte a un cycle de vie particulier et ont des besoins particuliers durant chaque stade de leur vie. Et ces cycles de vie peuvent être divisés en 2 catégories générales. Donc, il y a la métamorphose incomplète, ici représentée par une sauterelle. C'est vraiment un cycle de vie où les nymphes sont similaires aux adultes. Il y a la métamorphose complète, représentée par le papillon monarque. Dans ce cas, c'est une larve ressemble vraiment pas à l'adulte. Et il doit avoir une période de pupation, de chrysalide, pour devenir une adulte, pour changer sa morphologie. J'ajoute aussi un cycle de vie de la demoiselle pour représenter le cycle de vie des insectes à moitié aquatiques parce qu'ils utilisent une grande gamme d'habitats et doivent se spécialiser beaucoup. Mais parlons un peu des besoins de chaque stade de la métamorphose. Si on revient à la métamorphose incomplète et les sauterelles, c'est vraiment la plus simple à expliquer parce que les nymphes, c'est comme une mini-version de l'adulte. Ils ont tendance à utiliser les mêmes ressources. Donc, si leur nourriture est affectée ou que leur habitat disparaît, ça va affecter tous les stades et toute l'espèce. Pour la métamorphose complète, la larve, en général, utilise des ressources très différentes que de l'adulte. Si on pense à un papillon, la chenille a tendance d'être plutôt phytophage sur une plante et l'adulte, qui est en général un pollinisateur et se nourrit de nectar, peuvent se nourrir sur la même plante ou sur une plante complètement différente. Et les espèces avec une métamorphose complète ont donc au moins 2 besoins pour leur survie. Une pour le stade larvaire et l'autre pour le stade adulte. Et si on pense à la métamorphose des insectes aquatiques, elle peut être complète ou incomplète. Ça dépend vraiment de l'espèce, de l'insecte. Par exemple, si on parle des moustiques, les larves des moustiques se développent dans l'eau, où elles mangent les organismes microscopiques dans l'eau et se font manger par des prédateurs. Ils se métamorphosent complètement en adultes terrestres, où elles non seulement nous piquent, mais se nourrissent de nectar et accomplissent un rôle de pollinisateur aussi. Les odonates, eux, ont une métamorphose incomplète. Les odonates sont des prédateurs dans l'eau et hors de l'eau. Donc, les insectes avec les stades de vie aquatiques et terrestres ont encore plus de besoins parce que l'état d'eau doit être dans une marge assez restreinte et cette eau doit être entourée par un habitat terrestre qui convient à leur survie des adultes dans chaque stade de vie. Donc, on pourrait parler pendant des heures des besoins des insectes pour leur suivi, mais c'est juste vraiment un survol et une introduction. Et c'est bien de savoir que les insectes ont des besoins, mais pourquoi devrait-on s'intéresser à ces petites créatures? Bien, parce qu'elles accomplissent beaucoup de rôles dans nos écosystèmes qui nous bénéficient. Chaque espèce fait quelque chose d'assez spécifique. Je les ramène à 4 exemples ici parce avec les restrictions de temps. Donc, il y a les détritivores, donc ceux d'en haut à droite, et ce sont ceux qui se nourrissent du détritus et des débris organiques. Il y a aussi les phytophages, celui d'en bas à gauche. Ce sont ceux qui se nourrissent des plantes vivantes. Elles peuvent être des pestes si elles mangent ce qu'on cultive, mais elles peuvent être très bénéfiques si elles contrôlent les populations des mauvaises herbes. Il y a aussi les pollinisateurs, le bas à droite, qui est très explicatif. C'est les insectes qui deviennent un vecteur de transport pour la fécondation des plantes. Et finalement, il y a les prédateurs et les parasites. Encore une fois, il n'y a pas besoin de grandes explications, mais ce sont des espèces qui peuvent contrôler les populations d'insectes nuisibles. Et je mets les 2 prédateurs et parasites ensemble parce que dans ce contexte, un parasite, c'est comme un micro-prédateur. Et maintenant, allons regarder quelques exemples de ces 4 groupes et de certaines espèces que vous avez la chance de rencontrer au sud du Québec. On va commencer par les détritivores. Ce sont des espèces, selon moi, qui sont vraiment sous-appréciées parce que sans eux, on serait sous des tas de matières non décomposées. Les groupes les plus connus sont les coléoptères, celui en haut à droite, sous le nom commun de bousier. Ces scarabées ramassent les excréments des mammifères, elles pondent les œufs sur les excréments et les larves se développent en mangeant
vraiment ce qu'on laisse derrière nous. Les dermestes, c'est celui en haut à gauche, en haut à droite, excuse-moi, ce sont aussi des coléoptères. Et celles-ci sont de la famille Dermestidae. Elle aide dans la décomposition d'humus et d'autres plantes mortes, surtout dans les forêts et dans nos jardins. En bas à gauche, on retrouve une mouche soldat de la famille Stratiomyidae. Comme les bousiers, elle aide vraiment dans la décomposition des excréments. Ici, on voit vraiment la femelle qui pond les œufs dans de l'excrément. Et finalement, les blattes. Des fois, pour les humains, les blattes représentent vraiment des conditions sanitaires vraiment douteuses, mais elles sont très importantes dans la décomposition des matières organiques, surtout l'humus et les plantes mortes dans les forêts et dans nos jardins. Maintenant, on passe aux ceux qui mangent les plantes vivantes, donc les phytophages, qui sont vraiment très divers aussi. Quelques-uns que vous pouvez rencontrer ici, et surtout si vous êtes chanceux, c'est le coléoptère rouge de l'Asclépiade, sous le nom scientifique latin, scientifique de Tetraopes tetrosthalmus. C'est un cérambicide, et comme le monarque, se spécialise en mangeant les feuilles d'Asclépiade. Si vous êtes très chanceux, vous pouvez rencontrer un phasme qui s'appelle le bâtonnet ordinaire. Le nom scientifique, c'est Diaphoromera ephemerata, mais ce n'est pas vraiment ordinaire du tout, selon moi. Donc, à Montréal, on est vraiment dans l'extrême nord de leur distribution et on peut les retrouver au Mont-Royal. Ils aiment vraiment les framboisiers et les chênes, donc peut-être vous auriez la chance de les retrouver. Il y a aussi, je dois inclure la chenille monarque, parce qu'on va commencer à voir les chenilles très bientôt sur les asclépiades près de chez nous, si on regarde bien. Et finalement, la chétidide à ailes oblongues. Elles peuvent avoir plusieurs couleurs. Au Québec, on retrouve surtout le mort vert, mais au sud-ouest de l'Ontario, elles peuvent être jaunes, orange, rose. Vraiment rose comme celle sur la photo. C'est une photo qu'on a prise nous-mêmes à l'Insectarium. Elle aime bien toutes les sortes de types de prairies entourées de forêts et mange des framboisiers aussi. Donc, les morses vertes au Québec, on peut les retrouver dans les grands parcs urbains. Maintenant, on peut passer aux pollinisateurs. C'est et les groupes les plus évidents pour pollinisateurs sont les hyménoptères, surtout les abeilles et les bourdons, les trois premiers en haut à gauche. Mais je voulais juste mettre une note d'à côté, un tangent. C'est qu'on parle souvent de sauver les abeilles domestiques, mais les abeilles domestiques, si on pense vraiment à ça, elles viennent de l'Europe et déplacent les espèces indigènes de l'Amérique du Nord. Donc, bien qu'on aime vraiment manger du bon miel, parce que c'est bon, il faut trouver un équilibre dans les écosystèmes pour supporter les espèces indigènes aussi. Donc, trouver des équilibres. Et voilà, c'est fini pour la tangente. D'autres groupes qu'on peut associer facilement à la pollinisation sont les papillons, comme celui en bas à gauche. C'est un licanidé, sous le nom commun d'azur commun. Mais il y a aussi un peu moins connu, moins commun, mais aussi spectaculaire, ce sont les cérambicides. Donc ici, c'est la cérambicide de la silène du robinier, qui aime vraiment polliniser les verges d'or. Et ceux qui sont moins connus sont bien sûr les mouches. Ce sont des espèces très généralistes. Comme par exemple, ce cirque au milieu ici, sur la fleur d'Astéracée violette, qui mimique un bourdon, était un prédateur de pucerons quand elle était une larve, mais maintenant elle pollinise les plantes. Et les deux dernières, en bas à droite, sont un taquinide, un califoride, qui étaient des détritivores durant le stade lavaire, mais maintenant, elles sont des généralistes et supplémentent leur diète en se nourrissant de nectar et aident dans la pollinisation. Surtout le dernier, on voit cette espèce souvent, la mouche bleue, près de chez nous, elle vole un peu partout. Et finalement, on parle des prédateurs et des parasites. On peut voir la réduve masquée en haut à gauche, dans nos sous-sols, assez fréquemment. D'habitude, elle préfère se cacher sur les sols de forêt,
Mais si on a des petits insectes à manger chez nous dans nos sous-sols, elles vont être là parce qu'elles sont très efficaces comme prédatrices. On retrouve aussi les punaises d'eau géantes dans l'eau, dans nos lacs, s'il y a assez de proies à manger dans ces lacs-là. Sinon, elles peuvent aussi voler et se déplacer d'un lac à l'autre pour pouvoir survivre. Et des fois, elles se trompent et elles se retrouvent dans nos piscines parce qu'elles pensent qu'il y a potentiellement quelque chose à manger là. Il y a aussi les coccinelles. Toutes les espèces de cette famille aiment manger les pucerons. Donc, elles ont des rôles fantastiques dans le biocontrôle, dans nos jardins et nos cultures. Il y a aussi certaines mouches, comme cette acylide, qui sont vraiment des prédateurs très efficaces, pratiquement si efficaces que les menthes religieuses, qu'on voit ici en bas à gauche. Et on peut retrouver ces menthes dans nos parcs urbains, un peu partout, si on regarde. Il y a les lucioles, qui sont super intéressantes ici, pour moi. On peut les retrouver n'importe où dans le gazon et durant l'été, quand elles s'allument la nuit. Quand elles sont des larves, elles sont des prédateurs, mais quand elles sont adultes, elles sont des pollinisateurs vraiment efficaces aussi. Et je pense que les soirées d'été ne seraient pas les mêmes sans avoir des lucioles. Il y a aussi les odonates, qui sont des super prédateurs. Ici, l'anax junus, ou l'anax de juin, est une espèce qui migre, mais on peut retrouver plusieurs espèces de libellules, ou n'importe où il y a de l'eau. Et finalement, je vous montre un parasite, un hyménoptère, la ricine de la cannelle, qui ici est en train de pondre un œuf dans une larve de coléoptère qu'elle a trouvé dans un tronc d'arbre. Elles sont vraiment, si on retrouver une qui est en train de pondre un œuf, c'est vraiment magnifique à regarder. Donc, en conclusion, je voudrais que vous reteniez 3 choses. 1, on habite dans un monde rempli d'une super diversité des insectes qui ont des besoins et de survie vraiment précis. 2, la majorité des insectes sont vraiment bénéfiques, donc il faut les respecter. Et même si certaines espèces ne semblent pas importantes, elles nous fournissent des services bénéfiques dans les rôles qu'elles remplissent dans nos écosystèmes. Et avec ça, je vous souhaite de bonnes observations dehors et merci beaucoup. Tellement fantastique. Merci énormément, Madame Marek. On a beaucoup de questions, puis je me demandais si vous pouviez dire un court mot sur le rôle des araignées. C'est souvent une espèce que les gens vont tuer sans y penser 2 fois, puis vu que ce n'est pas un insecte, on ne l'a pas abordé. Oui, donc je parlais des insectes, mais si je voulais parler des arachnides, j'aurais ajouté les araignées comme prédateurs parce qu'ils sont vraiment très, très efficaces en agriculture, dans nos jardins. Elles sont vraiment superbes. Donc à chaque fois il faut plutôt les aider. Donc, à chaque fois que je retrouve une araignée chez moi, si je la laisse pas chez moi, je la mets juste dehors pour qu'elle puisse continuer sa vie en toute liberté. Puis, Madame Lavoie demande comment on peut aider à la diversité des insectes au quotidien. Donc, une façon qui est vraiment bonne, c'est avoir des jardins, ça court devant nos maisons ou dans les jardins d'augmenter la diversité des plantes et avoir la diversité des plantes, surtout nectarifères, parce que comme les pollinisateurs, comme je vous parlais de cycle de vie, c'est une partie de leur vie peut être pollinisateur, mais l'autre partie de leur vie, ils peuvent être prédateurs ou phytophages ou saprophages ou détritivores. Donc, avoir beaucoup de plantes de plantes surtout indigènes qui les aident vraiment et avoir ou des maisons d'abeilles, si vous voulez aussi mettre ça. Il y a vraiment plusieurs façons de le faire, mais avoir un beau jardin de pollinisateurs, c'est vraiment un bon début. Si on fait peut-être une rotation dans les questions, comme la discussion va être plutôt courte. Ici pour M. Jaeger, Dr. Jaeger, should the Quebec government declare that there is a systemic urban sprawl? That's a wonderful idea. It's true that urban sprawl is a systemic problem of our economic system and our idea of eternal economic growth. So it could be interesting to ask them to declare that. I'm not sure how much that will achieve, but it will probably help more people to talk about urban sprawl and be aware of
the problems of urban sprawl. So in that sense, it's interesting, yes. Pour M. Perron, Madame Acne se demandait si vous pouvez commenter le décret du gouvernement Legault d'installer Google sur des bonnes terres agricoles. Oui, un décret, c'est jamais une bonne chose, déjà. Là. Quand le gouvernement provincial décrète un élément, selon moi, c'est que ça vient jouer sur toutes les planifications régionales, toutes les planifications des municipalités régionales de comté. Pour vrai, là, c'est très... non, c'est pas une bonne chose en tant que telle. Les terres agricoles, il y en a quasiment plus dans le sud du Québec. Puis avoir un centre de données à cet endroit-là, précisément, là, c'est pas valable. Là. Non, c'est pas une bonne chose. Mais j'aimerais ça revenir sur la question que Julia a eue sur qu'est-ce qu'on peut faire. Arrêtez de tondre votre gazon. Ça dépend des municipalités. Il y en a qui sont plus frileuses que d'autres. Là. Mais à Boucherville, par exemple, là, il y a pendant la première période avant qu'il y ait vraiment une première tonte, là, c'est permis de laisser vraiment très longtemps son gazon là, pousser là, en façade là, pour aider les abeilles, par exemple. Là. Mais vraiment, le gazon, arrêtez de tondre le gazon. À votre chalet, là, tondez pas de gazon. Oui, on nous dit aussi dans le chat que des fois, il y a des règlements, pas juste pour obliger à tondre le gazon, mais contre les piles de bois, comme on a vu dans la vidéo que c'était une bonne idée, contre les piles de branches, les piles de feuilles, les mauvaises herbes, nourrir les oiseaux. Donc, c'est tous des règlements, en fait, qui peuvent empêcher les citoyens de faire des projets de réensauvagement. C'est vrai. mais vraiment, les hôtels à insectes, là, comme Julia a dit, vraiment, là, c'est vraiment... en fait, faites ça avec vos enfants. La mienne, elle a 2 ans et elle a trippé. Vraiment, ça fait une petite maison, puis elle les observe là, le matin. Ça va dans la garderie. C'est super cute. Faites ça avec vos enfants. Les enfants sont absolument émerveillés par les insectes. C'est un monde qui est à leur grandeur, littéralement. Fait que c'est vraiment magnifique. Faites ça. Julia, voulez-vous commenter? Ah oui, non, c'est tous les points que Sylvain a fait sont absolument corrects. C'est un monde. Les entomologistes sont juste des enfants qui n'ont jamais grandi. Là, c'est ça qu'on est là. Mais oui, non, les hôtels d'abeilles, comme vérifier avec vos municipalités ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire, puis aller dans les. Faites de votre mieux avec où vous habitez. Là. Mais aussi, il y avait aussi le No More May. En mai, donc c'était pas de tondre votre gazon durant le mois de mai pour aider aux abeilles qui habitent dans le sol de pouvoir survivre. Donc, j'espère que ça va continuer l'année prochaine puis dans l'avenir aussi. On a une question aussi un peu curieuse d'un point de vue comme on parlait que les enfants s'émerveillent, mais comment gros les insectes peuvent devenir dans leur poids ou dans leur grandeur, puis pourquoi ils ne deviennent jamais grands comme un mammifère? Ouais. Donc ça, c'est une question de physiologie d'insectes. Tu peux avoir tout un cours là-dedans, ce qui va prendre des mois. Mais en général, les insectes, la majorité des c'est autour de, je ne sais pas vous voyez, comme... une vingtaine de centimètres, c'est vraiment le gros max qu'ils peuvent devenir. C'est surtout parce qu'ils sont créés avec un exoskeleton. Donc, c'est pas comme les mammifères qui ont l'exosquelette. C'est comme l'autour de l'insecte. Et il y a et avec l'échange de l'oxygène dans l'air, il y a des limites à la grandeur qu'ils peuvent atteindre. Donc, c'est vraiment compliqué comme question parce qu'il y a beaucoup d'éléments à dire, mais je pense que c'est assez simplifié. Ma réponse est assez simplifiée. J'espère que ça répond à la question. Sinon, envoyez-moi un courriel puis je vais pouvoir aller plus dans plus de détails sans problème. Oui, si vous avez des dernières questions, c'est vraiment le temps de lever votre main ou de les mettre dans le chat. On en a une qui est écrite ici. Par rapport aux 4 groupes que vous avez identifiés,
selon leur rôle, est-ce qu'ils sont tous affectés de la même façon par la fragmentation du territoire ou il y en a certains que ça pénalise plus? Il y a certaines que ça pénalise plus, surtout les insectes qui peuvent voler loin. Donc, surtout les insectes aquatiques terrestres, c'est parce qu'ils sortent de l'eau puis ils doivent migrer à un endroit terrestre où ils peuvent continuer leur vie. Donc, s'il y a des routes ou une fragmentation de leur habitat, ils ont plus d'enjeux dans ce type d'habitat. Mais aussi, quand on conduit en route, des fois, nos voitures, elles frappent beaucoup d'insectes quand on est sur la route aussi. Là. Donc, il y avait des études même que des personnes, ils prenaient les devants des voitures pour voir c'est quoi la diversité des insectes qui frappent le plus. Et c'est vraiment les insectes qui doivent migrer d'un endroit à l'autre durant leur cycle de vie pour pouvoir survivre et continuer leur vie. Est-ce qu'il y avait des questions? D'autres questions? Je vois pas de main, je vois rien dans le chat. On vous remercie énormément d'avoir été présent. Je sais pas vous, mais moi, je pensais pas qu'il y avait autant de solutions parce qu'on entend souvent juste parler des problèmes. Puis ça va être très intéressant, comme a dit M. Perron, d'aller voir nos élus avec toutes ces solutions, ces recherches-là, ces comparaisons à d'autres pays pour les élections qui s'en viennent, mais aussi dans les consultations. Donc, on répète, il y en a une à l'échelle provinciale qui commence. Vous pouvez aller voir les liens en chat. On va aussi vous les envoyer par courriel. Puis, il y en a une si vous êtes de la région de Québec. Sur un plan, là, justement, qui est peut-être plus démocratique que quand il y a des décrets qui sont faits. Donc, merci beaucoup, beaucoup. Puis, on vous attend, si vous voulez, la semaine prochaine, sur l'heure du midi, le mardi, pour notre autre activité. Puis, sachez que ce jeudi, il y a une activité du Centre R, donc un centre de recherche à l'UQAM, qui va parler de la reconstruction des liens entre la société et la nature. Donc, c'est ce jeudi, puis c'est dès 9h30 le matin. Donc, vous pouvez googler Centraire, CENTR''E-R-E. Donc, merci d'avoir été là. Merci. Une excellente soirée à vous. Merci à tous. Merci beaucoup. Bye. Bonne soirée. Beaucoup. Bye.